Bonjour, aujourd'hui nous recevons Jean-Pierre Dedé. Bonjour. Jean-Pierre Dedé, donc professeur, soyez le bienvenu. Merci. Voilà, vous êtes venu entre autres pour nous présenter votre nouvel ouvrage. Oui. Donc on va remonter quelques années en arrière. Le 17 août 1220, Oui. on posait les plaques de la première école de médecine. Alors, on ne posait pas les plaques. On écrivait les statuts. On rédigeait les statuts de l'école de médecine de Montpellier en 1220. Expliquez-nous comment ça se passait. Et nous, le 17 août 2020, nous allons poser une plaque commémorative à la faculté de médecine pour célébrer cet événement. Donc ça se passait comment en 1220 ? Alors, en 1220, ça faisait un siècle déjà qu'on enseignait la médecine à Montpellier. Alors, il y avait des associations de maîtres et d'élèves. Alors, à l'époque, les élèves choisissaient un professeur, ils le rémunéraient directement et le professeur leur enseignait tout ce qu'il savait dans le domaine médical. Et quand les élèves avaient estimé qu'ils avaient tout puisé au point de vue science de leur patron, eh bien, ils changeaient de maître. Ils butinaient en fait. Ils butinaient d'un maître à un autre. Mais si vous voulez, à l'époque, il n'y avait pas de spécialisation. Donc chaque professeur enseignait l'ensemble de l'art médical qui à ce moment-là, était basé essentiellement sur la lecture des auteurs anciens, Hippocrate, Galien, etc. Et donc nous avions un système de communauté de professeurs et d'élèves. C'était comme des petites écoles indépendantes. D'ailleurs, ces communautés d'élèves et de professeurs, ça s'appelait universitas en latin, d'où le nom qu'on donnera ensuite. Et en 1220, le cardinal Conrad d'Urach, qui était le légat du pape Honorius III en Languedoc, a rédigé des statuts pour modifier administrativement cette école, l'unifier, la structurer et en faire une école sous contrôle religieux, puisque vous savez qu'à la fin du Moyen-Âge, c'était finalement l'Église qui était la force coordinatrice et la seule entité vraiment stable de la région. Donc, il a donné des statuts à cette école de médecine de Montpellier. Voilà, donc il s'agit du bouquin là, qui vient de sortir, les 900 ans donc, d'enseignement de la médecine à Montpellier. Voilà, un des premiers ouvrages complets sur la fac de médecine à Montpellier. Vous l'avez d'abord édité en anglais, et puis vous venez de l'éditer en français. Alors, je l'ai écrit en anglais directement. Vous l'avez écrit ? Je l'ai écrit, et il a été édité en anglais, il est sorti au mois de février. Et c'était mon projet initial, si vous voulez, de faire une histoire de l'école de médecine de Montpellier en anglais, parce que ça n'existe pas. Et que nous avons d'abord des enseignants, de nombreux professeurs qui, comme moi à l'époque, voyagent dans le monde entier, un peu en ambassadeur de l'école de médecine de Montpellier, en disant « nous sommes la plus ancienne, mais on n'avait rien à donner, on n'avait rien à montrer ». Donc pour moi, il y avait la nécessité d'écrire... vous savez que toute la science se fait en langue anglo-saxonne à l'heure actuelle, donc si vous n'écrivez pas en anglais, eh ben vous n'êtes pas lu la plupart du temps. Voilà. Donc, voilà. Et puis la pression des amis, des collègues, etc., fait que une fois que je l'ai fait en anglais, ben je ne dirais pas que je l'ai traduit en français, mais enfin, je l'ai adapté en français pour le grand public. Voilà, donc on va revenir sur ce bouquin en fin d'entretien. Donc oui. Voilà, alors, donc professeur Dedé, vous êtes né à Cournonterral, deux parents de Cournonterral. Tout à fait. Vous avez 4 garçons, 4 petits-enfants. Oui, tout à fait. Donc vous êtes un médecin spécialisé... J'ai pas 4 garçons, j'ai 4 enfants. 3 garçons et une fille. Ah d'accord. Comme ça, vous avez dit 4 garçons. Oui, non. Précisez. Alors, 3 garçons et une fille, ne l'oublions pas. Donc, vous êtes spécialiste en microbiologie, donc chercheur à l'Institut Pasteur, agrégé en 91, spécialiste des maladies parasitaires, leishmaniose, petits insectes. Vous avez beaucoup bourlingué, 10 ans en Afrique, Tunisie, Algérie, Sénégal, ensuite en Amérique du Sud, Guyane, Bolivie, expert à l'OMS pendant 10 ans. Encore beaucoup de voyages. Voilà, vous avez écrit l'histoire des instituts Pasteur d'outre-mer. Je fais court. Hein. Oui, vous travaillez donc beaucoup. Vous écrivez beaucoup de bouquins. Vous faites des conférences.
vous aimez la musique classique, les peintres primitifs flamands. Oui. Et Vous êtes bien renseigné. votre qualité, donc, c'est d'être professeur émérite de la faculté de Montpellier. Je ne sais pas si c'est une qualité, mais enfin, c'est un état, disons. Voilà. On peut dire que c'est une qualité. C'est une qualité aussi, oui. Vous êtes travailleur, gentil et aimable, on m'a dit. Il paraît, oui. Voilà. Voilà. Votre gros défaut, c'est de ne jamais vous arrêter de travailler. Eh bien oui, c'est ce qu'on me reproche en général en famille. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, si je ne me cultive pas, si je ne lis pas et si je n'écris pas, je pense que je disparaîtrai. Est-ce que vous lisez La Glorieuse? Mais non, je lis pas La Glorieuse, sauf de temps en temps. Sauf de temps en temps quand il y a quelque chose de croustillant. Voilà. Ah bon, alors la semaine prochaine, il y a du croustillant. D'accord. On revient sur les boules puantes de la campagne. D'accord. Ah bon, Premier article. Deuxième article, on a retrouvé les abstentionnistes du CLAPAS. Oui. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a à peu près 65% des Montpelliérains qui n'ont pas voté. Qui n'ont pas voté, oui. Donc, le maire a été élu par un peu plus de 14% des votants. D'accord. Voilà, donc on fait, Alors, on va à la recherche des... Dites pas du mal de maire. Je dis du mal de personne. Je le connais très bien. Voilà. Et ensuite, on revient sur, un portrait donc, du maire, successeur ou héritier. Voilà. Et on revient aussi sur le sport. Mais vous avez eu Madame Mandrou, m'avez-vous dit la semaine dernière, elle a dû vous en parler beaucoup du maire, puisque c'était un de ses poulains dans son écurie. Il y a beaucoup de poulains dans les écuries. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Donc Jean-Pierre Dedé, donc on va parler donc un peu de votre œuvre, du Covid, de la médecine en général, et on va revenir on va conclure par votre bouquin, comme on a commencé par le bouquin, on va conclure. Donc comment allez-vous là? Vous avez bien confiné parce que je vous ai invité, oui. Je vous ai invité pendant le confinement, vous m'avez dit non, je sors pas. Non, je sors pas. C'est vrai, je me suis confiné très sérieusement avec mon épouse. Parce que, vu mon âge, je ne tenais pas à me présenter, bien que je n'ai aucune pathologie particulière, mais le grand âge fait que je ne tenais pas à attraper le Covid. Donc je me suis confiné sérieusement. Et vous voyez que je me suis déconfiné maintenant, comme beaucoup de gens, mais avec prudence quand même, parce que je trouve que les gens se déconfinent un peu trop, oublient un peu trop les règles de distanciation sociale, de masque, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que le coronavirus circule toujours et qu'on peut toujours l'attraper. Quand il fait 35 degrés, là, ça le fatigue pas un peu? Non, pas vraiment. Apparemment, non. Ça nous fatigue, nous, mais lui, pas tellement. Donc vous avez écrit des livres, plusieurs livres, enfin, dont un qui est une référence sur les épidémies, donc toutes sortes, peste, choléra, variole, typhus, fièvre jaune, syphilis, grippe, sida, auxquelles toutes nos civilisations ont été confrontées. Oui. Donc, c'est une des meilleures synthèses sur les épidémies et les pandémies. On peut dire ça comme ça. C'est un livre qui a eu pas mal de succès. Alors, et puis, depuis le début, depuis le Covid, il est reparti, puisqu'il a 10 ans maintenant, hein, cet ouvrage. Il est reparti en flèche, oui. Alors, quelle différence y a-t-il entre le Covid, en 2 mots, et les épidémies de grippe et les épidémies qu'on a eues au cours des siècles? Alors, c'est très difficile à dire parce que votre question est très générale. Alors, quelle différence il y a entre une épidémie de Covid et une épidémie de grippe? Si vous voulez, au départ, il y a quelque chose qui est assez semblable, c'est que ce sont des virus, d'animaux. Hein, la grippe sont des virus d'oiseaux à la base, le Covid sont des virus de chauve-souris. Bon. Mais ils ont un point commun d'être transmis par voie aérienne, et en particulier d'être transmis d'homme à homme par l'expectoration, les gouttelettes de salive quand on postillonne, etc. Bon, ça c'est leur point commun. Mais la grippe a des aspects très particuliers. La grippe, d'abord, elle existe sous forme... Il y a plusieurs grippes. Et la grippe existe sous forme saisonnière, hivernale. Et ça, c'est la première différence. On avait un peu espéré au départ que le Covid aurait aussi un aspect saisonnier et qu'il disparaîtrait l'été, mais apparemment, ce n'est pas tellement le cas. Bien que, il faut encore attendre pour être sûr de notre affaire dans ce domaine.
Puis la grippe se manifeste de temps à autre sous forme pandémique, comme vous le savez. Alors il y a eu énormément de pandémies grippales dans l'histoire, avant la fameuse grippe espagnole de 1919, 1918-1919. Hein. Il y a eu énormément de grippes qui ont fait des ravages dans le monde. Avec la grippe espagnole, ça a été pratiquement 50 millions de personnes contaminées et plus de morts que la Première Guerre mondiale elle-même, hein, dans laquelle elle succédait, voilà, ou à la fin de laquelle elle s'est manifestée. Donc, des différences. Au départ, les coronavirus, si vous voulez, on s'est dit que ça allait être pas grand-chose parce que, d'abord, c'est une grande famille de virus dont la plupart sont bénins, responsables des rhumes, des coryzas hivernaux que nous avons les uns les autres, en particulier les enfants. Et on pense à l'heure actuelle que si les enfants sont très peu atteints par la Covid-19, c'est parce qu'ils ont été plus ou moins immunisés à l'occasion de ces coryzas saisonniers qu'ils ont eus dans leur petite enfance et au fur et à mesure de leur croissance. Voilà. Donc, coryzas saisonniers. Alors, les coronavirus se sont manifestés il y a quelques années sous forme pandémique avec le SRAS. Mais alors, le SRAS, c'est très particulier. C'est une pandémie qui a tourné court, si vous voulez. Avec une stratégie de détection systématique des cas et d'isolement des patients, on a réussi à éradiquer totalement, à faire disparaître le SRAS en pratiquement 6 mois. Donc, fort de cette expérience, quand le Covid-19 est arrivé, on a dit, bon, c'est une grippette, c'est pas grand-chose. Tous les grands spécialistes ont dit la même chose, j'ai dit la même chose, ça ne m'effraie pas, etc. Le problème, c'est que c'est toujours un peu hypothétique quand on fait des prévisions sur un nouveau virus ou un nouvel agent infectieux, un agent infectieux émergent, parce que, bon, certes, il a des chances de ressembler au précédent, mais on peut avoir des surprises, et la surprise de taille, on l'a eu avec le Covid-19. Donc en 2010, faire un bouquin donc, sur les épidémies et les pandémies, c'était un peu prémonitoire. Alors non, c'était pas tellement prémonitoire parce que nous étions en pleine arrivée de l'épidémie H1N1. On attendait la pandémie H1N1, rappelez-vous. À ce moment-là, j'étais conseiller du directeur général du CHU pour les risques majeurs et en particulier pour les risques infectieux. Et nous avons commencé et nous avons préparé le plan de réponse à l'épidémie si elle arrivait. Et le fait est que, donc, accumulation de masques, accumulation de solutés de gel hydroalcoolique, tout un plan de réception des malades. Le plan était complet, le plan blanc était absolument complet, on était prêts. Et puis il est arrivé rien du tout, c'est-à-dire il est arrivé une petite épidémie qui n'était pas plus importante que la grippe saisonnière, les grippes saisonnières annuelles. D'où ricanement de bien des gens dans les sphères politiques en disant là on a dépensé beaucoup d'argent pour rien. Oui, c'est exact. Et on l'a d'ailleurs reproché à Madame Roselyne Bachelot, qui était la ministre de la Santé de l'époque. Et donc, alors nous sommes plus protégés par la suite, on n'a plus fait de stock de masques, etc. Et le résultat, c'est que quand le Covid est arrivé, on n'était pas prêt. On n'était pas prêt du tout et on ne s'y attendait pas. Par contre... Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus ? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus ? On aurait pu d'abord avoir des masques, qu'on puisse donner des masques à tout le corps médical pour se protéger, ce qui n'a pas été le cas et que je trouve extrêmement grave. On aurait pu avoir des solutés hydroalcooliques en quantité. Rappelez-vous qu'on a été obligé d'en faire fabriquer à partir de l'alcool de certaines compagnies qui fabriquent des apéritifs. On a été obligé de jongler pour faire face à cette épidémie. Alors que les 3 pays proches de la Chine, la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, Singapour, qui, eux, avaient eu l'expérience du SRAS de plein fouet, eux s'étaient préparés, eux ont été prêts à recevoir la Covid-19,
Et vous avez vu d'ailleurs qu'ils ont eu beaucoup de succès, puisqu'il y a eu très peu de cas. Ils ont immédiatement confiné dans des clusters, les clusters infectants, et ils ont réussi à endiguer l'épidémie. Donc vous êtes un peu sur les traces là, du professeur Raoult. Oui, je On ne peut sais dire ça pas comme si ça. je suis sur les traces. Non, Il y a eu beaucoup de polémiques à son sujet. On peut dire qu'il y a des gens qui disent que c'est un charlatan, d'autres que c'est la médaille d'or de l'INSERM. Où est-ce qu'il est la vérité là? c'est-à-dire que, bon, vous m'entraînez sur un terrain que j'aime pas trop la polémique, mais enfin, Didier Raoult, c'est quelqu'un de tonitruant, si vous voulez, voilà. Et en médecine, on n'aime pas beaucoup tonitruer. Didier Raoult, il fait des déclarations à l'emporte-pièce, et très souvent, la vérité, elle est beaucoup plus nuancée, si vous voulez. Les déclarations à l'emporte-pièce ne sont pas toujours de mise quand on aborde des sujets spéciaux particuliers comme les épidémies et comme la relation avec le corps médical. Voilà. D'accord. Au 18e siècle, là, les médecins s'étaient intéressés à la peste, les médecins montpelliérains. Oui. Ils étaient même allés soigner à Marseille. Tout à fait. Voilà. Vous savez, à Marseille, il n'y avait pas de faculté de médecine. La faculté de médecine de Marseille, je vais peut-être me faire engueuler par M. Raoult, mais elle date de 1930. À Marseille, il n'y avait rien. Et donc, parce qu'il faut se souvenir, si vous voulez faire un bond en arrière, la grande peste noire qui a sévi au Moyen-Âge, au XIVe siècle, et qui a parcouru l'Europe en 5 ans, en tuant la moitié de la population du monde, de l'Europe de l'époque, eh bien, cette peste est restée présente dans tout le monde méditerranéen et tout le monde de l'Occident européen jusqu'au XVIIIe siècle, avec des reviviscences dont la peste donc, de 1720 de Marseille a été une des dernières reviviscences de ces épidémies de peste. Et donc au moment où il y a eu cette épidémie de peste qui s'est étendue jusqu'en Lozère, jusque dans le Gévaudan, au moment où il y a eu cette épidémie, Montpellier a été préservé, et les médecins de Montpellier, il y avait François Chicoineau, il y avait Deydier, ils sont allés à Marseille, ils sont restés 1 an et demi à Marseille à soigner avec beaucoup de dévouement la population, parce que je vous dis, il n'y avait pas de médecins, il n'y avait pas de faculté de médecine sur place à Marseille à l'époque. On parle du succès du livre d'Albert Camus, La peste, alors que oui. Delteil, dans son livre, Joseph Delteil, évoque une épidémie de choléra, oui. Et personne n'en parle. Dans son livre Les 500, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire... Quel Montpelliérain ne connaît pas, d'un certain âge, ne connaît pas Joseph Delteil. Voilà, oui, je connais. Donc, est-ce que c'est pas une discrimination parisienne ? Bon, c'est difficile à dire. Vous savez, moi, je travaille sur les épidémies. Et ça, il y a bon, alors, Jean Giono pour le choléra, le hussard sur le toit. J'ai découvert très récemment que Somerset Maugham avait écrit un livre sur le choléra aussi, qui s'appelle La passe dangereuse et qui est magnifique. Voilà, donc, je ne sais pas si on peut dire que c'est de la discrimination parisienne, mais bon. Delteil est un homme qui a eu beaucoup de succès, mais dans un public restreint, je trouve. Et c'est dommage parce qu'il a écrit de très belles choses. Comment vous expliquez ça ? Je ne sais pas, je n'explique rien, je constate. Quelle est la genèse là, pour écrire un livre sur les instituts Pasteur dans le monde ? Pourquoi ? Alors, ça fait référence, si vous voulez, quand j'ai fini, j'ai fait mes études de médecine à Montpellier, j'ai été assistant au laboratoire du professeur Aran en parasitologie, ça s'appelait à l'époque Histoire naturelle médicale et parasitologie, et puis au bout de 2-3 ans, j'ai quitté le laboratoire pour entrer à l'Institut Pasteur. Et j'ai fait pendant 20 ans une carrière de chercheur à l'Institut Pasteur, qui m'ont conduit dans les instituts Pasteur. Vous savez que l'Institut Pasteur a une structure un réseau d'instituts dans le monde. Au départ, c'était dans les colonies françaises, mais pas seulement. Il y a eu des instituts Pasteur, il y en a encore dans des pays qui ont toujours été de tout temps indépendants. Par exemple, en Iran,
Vous voyez, à l'époque, il y a eu un institut Pasteur à Constantinople, il y a eu 2 instituts Pasteur en Chine, et ce n'était pas des colonies françaises. Il y a eu un institut Pasteur en Russie, à Saint-Pétersbourg. Vous voyez, mais il y avait effectivement beaucoup d'instituts Pasteur dans les colonies françaises, en particulier l'Indochine française, avec un institut à Saigon, un à Nha Trang, un à Dalat et un à Hanoï. Et puis il y avait en Afrique du Nord des instituts Pasteur à Tunis, à Alger, et au Maroc. Il y en a eu 2. Il y a eu l'Institut Pasteur de Tanger et l'Institut Pasteur de Casablanca. Voilà. Donc je suis rentré dans les instituts Pasteur, recruté par Jacques Monod, qui était le directeur de l'époque et qui a été un des prix Nobel de médecine et physiologie. Et j'ai été recruté pour essentiellement... J'appartenais à l'Institut Pasteur, j'avais une unité de rattachement à l'Institut Pasteur, mais j'allais dans les instituts Pasteur d'outre-mer pour faire des transferts de technologie et former les élites locales à la microbiologie. Voilà, donc de ce point de vue-là, j'ai passé 3 ans à Tunis, à l'Institut Pasteur de Tunis, 4 ans à l'Institut Pasteur d'Algérie, 2 ans à l'Institut Pasteur du Sénégal, etc., 3 ans à la Maison Mère, etc. Et si vous voulez, en étant... j'ai l'air d'être loin, mais je vais répondre à votre question. Chemin faisant, je me suis dit, mais quand même, il y a beaucoup de livres sur Pasteur. Il y a quelques livres sur l'Institut Pasteur de Paris. Mais il n'y a absolument pas de livre sur ce réseau international des instituts Pasteur, qui est quand même unique au monde, puisque on a la microbiologie française a essaimé dans le monde grâce à Louis Pasteur et à ses instituts Pasteur. Et donc je me suis mis en condition et je me suis mis à écrire un ouvrage d'historique sur les instituts Pasteur d'outre-mer. Donc revenons à la faculté de médecine de Montpellier, oui, et à son histoire. Être la plus ancienne faculté de médecine encore en activité, cela suffit encore pour rayonner? Ça ne suffit pas pour rayonner, bien sûr. Mais d'abord, ça... Est-ce que la faculté de Montpellier rayonne toujours? Oui, la faculté de médecine de Montpellier rayonne toujours, absolument. Si vous voulez, nous avons suivi à Montpellier une évolution originale au départ. La faculté de médecine de Montpellier, elle est procédée directement de l'école de médecine de Salerne. École de médecine de Salerne, avec ensuite un apport de la médecine andalouse, de la médecine arabe et de la médecine juive. Ensuite, vous avez eu des époques d'apogée de la médecine à Montpellier, de la médecine montpelliéraine. Ça a été, par exemple, le XIVe siècle, ça a été le XVIIIe siècle. On a eu des périodes de rayonnement extraordinaires. Au XVIIIe siècle, la médecine montpelliéraine dominait la médecine française et même la médecine du monde occidental. Excusez-moi, pourquoi ça s'est passé à Montpellier? Ah, pourquoi on a fondé une école de médecine à Montpellier? Pourquoi je veux dire, c'est une espèce de carrefour au XIIe siècle. C'était en grande partie pour ça. C'était un carrefour. Et même lorsque, en 1192 à peu près, Guillaume VIII, c'est un des premiers actes officiels que l'on ait de la faculté de médecine, c'était un acte qui stipulait que n'importe quelle personne de n'importe quelle origine ou religion pouvait enseigner la médecine à Montpellier. Dans le groupe, c'était l'époque de ces petites associations d'élèves et de professeurs. Donc vous voyez que ça prouvait que si vous lisez Benjamin de Tudel, vous saurez, il vous énumère le nombre de nationalités qu'il a trouvées à Montpellier lorsqu'il a été passé. Parce que Benjamin de Tudel était un homme qui a parcouru tout le monde méditerranéen pour recenser comment on appelle ça, pour recenser les lieux de culte juifs, comment ça s'appelle, les synagogues. Les synagogues, voilà, excusez-moi. Je cherche, en vieillissant, les mots, des fois, quand on les appelle, ils ne répondent pas présents. Voilà, pour recenser les synagogues. Et les écrits de Benjamin de Tudel vous donnent un aperçu extrêmement précis de la composition des populations locales sur place. Et bien Montpellier était à ce moment-là réputé pour sa grande tolérance, sa grande ouverture d'esprit et sa grande ouverture d'époque. C'était un carrefour de voies maritimes, c'était un carrefour de voies terrestres, la voie romaine, la Via Domitia, la route du sel, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, etc. Enfin, il y a des grandes cités autour de Montpellier, il y a Barcelone, il y a Marseille, il y a
Il y a Milan, il y a Turin, il y a autour de la Méditerranée, il y a Gênes. Mais je pense que Barcelone a été un petit peu mise en veilleuse par l'école andalouse, l'école de médecine andalouse, hein, d'Al-Andalouse, hein, de la province arabe de cet endroit-là. Pourquoi Montpellier précisément Je pense que c'est une question de localisation. C'est aussi le fait que vous aviez eu des seigneurs qui étaient très ouverts au point de vue pour qu'il y ait l'efflorescence d'une faculté ou d'une université médicale. Il faut à la fois qu'il y ait des décideurs, qui aient une grande volonté, qui aient une grande ouverture d'esprit, et ça a été le cas de la dynastie des Guillem sur Montpellier, ça a été le cas des rois d'Aragon ensuite, hein. Et puis il fallait aussi qu'il y ait des élites locales, et Montpellier avait beaucoup de vous aviez des professeurs. Vous avez Guintonia par exemple a été certainement le premier chancelier de l'école de médecine en 1230 à peu près. On sait qu'il était chancelier de l'école de médecine de Montpellier en 1230, c'est-à-dire qu'il a été très vraisemblablement nommé à l'époque des statuts du cardinal Conrad d'Urach. Vous avez eu ensuite Arnaud de Villeneuve, vous avez eu toute une série de très grands médecins. Et pourquoi il y a eu cette apogée au XIVe siècle? C'était le siècle de la papauté. La papauté était à côté, les médecins de Montpellier étaient des médecins des papes, des cardinaux, etc. Les papes favorisaient beaucoup Montpellier. Je vous dis, dans la création de l'université, il faut qu'il y ait une excellente balance entre des dirigeants, entre guillemets, qu'ils soient laïcs comme les Guillem ou féodaux, disons, ou religieux, et melting pot de population avec des personnalités hors classe, hors normes. Quelles sont les festivités qui sont prévues pour commémorer ce 900e anniversaire? Alors, tout était très bien engagé jusqu'à ce que le Covid nous amène à tout bloquer au mois de février, mars et avril. Mais nous relançons tout, je vous l'ai dit tout à l'heure, le 17 août, avec la pose de cette plaque commémorative à la faculté de médecine. Et il y a toute une série de réunions. L'Académie de médecine fait une réunion décentralisée à Montpellier, l'Académie de chirurgie également, la Société française d'histoire de la médecine fait sa réunion décentralisée annuelle à Montpellier. Toute une série de réunions, il y a des conférences, il y a des expositions, je vous conseille... Toute la médecine de France se retrouve à Montpellier. Pratiquement, oui. Au mois d'août, ça dure combien de temps? Ah non, ça va mordre sur 2021. Hein. On va essayer de faire tenir tout entre le dernier trimestre, disons, 2020 et le premier semestre 2021. Donc, vous êtes diplômé de plusieurs facultés de Montpellier-Rennes. Quel souvenir gardez-vous de votre vie estudiantine? Ah, moi, un excellent souvenir. Non seulement j'ai fréquenté la faculté de médecine, la faculté des sciences et la faculté des lettres à l'époque, puisque j'ai été un élève de Jean Servier en ethnologie. Vous voyez que j'ai un parcours... Vous faisiez les 3 facultés, quoi. J'ai fait les 3 facultés. Mais en même temps, je faisais du théâtre. Je faisais du théâtre étudiant avec le théâtre du Passe-Temps. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Vous êtes trop jeune pour connaître le théâtre du Passe-Temps et François Saillant. Voilà. Mais je suis allé jouer dans le monde entier avec le théâtre du Passe-Temps. Dans le monde entier? Enfin, dans le monde entier. Au moins en Allemagne, on est allé jouer aussi aux États-Unis. Vous voyez, dans le cadre des jumelages avec Heidelberg et Louisville. Quel conseil donnerez-vous à un jeune étudiant en première année de médecine qui est déscolarisé depuis le 15 mars? Eh bien, qu'il travaille chez lui bien comme il faut, qu'il lise des livres d'histoire de la médecine, parce que j'ai toujours été désolé de voir que les étudiants en médecine ne savent rien du tout de l'histoire de leur science, de leur discipline. Voilà. Et puis travailler, parce que vous savez, c'est Pasteur qui disait toujours, quand il croisait un jeune dans un escalier, dans son institut Pasteur, il s'arrêtait, il disait vous travaillez, c'est très bien de travailler. C'était le seul mot qu'ils échangeaient avec ses disciples. Donc je fais la formule mienne. Pourquoi est-ce qu'on vient du monde entier pour voir la faculté de Montpellier? Oui.
Absolument. Vous seriez étonné de voir des touristes venir des États-Unis, venir d'Angleterre, etc., pour voir la faculté de médecine, pour voir les locaux. Est-ce que la faculté est mise en valeur? Qu'est-ce que vous appelez mettre en valeur? Je ne sais pas, c'est l'aspect touristique, patrimoine vivant, Oui. musée, tout. Alors, il y a le musée. Bon, à côté, il y a le jardin des plantes qui est lié aussi à l'histoire du... Je crois qu'il y a un gros effort qui a été fait ces dernières années pour mettre en valeur. Est-ce que c'est assez mis en valeur? Ma question. Oui, on peut toujours dire que ça pourrait être mieux, mais encore plus. Mais moi, je pense qu'il y a un gros effort qui a été fait depuis un certain nombre d'années pour la mise en valeur du jardin des plantes, des locaux de la faculté de médecine. Il y a eu énormément qui a été fait d'ailleurs au XXe siècle par le doyen Gaston Giraud. Je ne sais pas si, sinon vous l'avez peut-être pas connu, vous, ni entendu parler, mais voilà, oui, c'est écoutez, la faculté de médecine avec le bâtiment historique, c'est un bâtiment dont on n'a pas honte et qu'on a plaisir à faire visiter à des étrangers quand ils passent. Et puis, rappelez-vous quand même qu'en 2018, on a inauguré le nouveau bâtiment de la faculté de médecine, qui est une œuvre de l'architecte Fontes, qui est une architecture magnifique et qui est une structure qui nous permet d'envisager une réforme un petit peu pédagogique des études médicales, avec des salles de simulation, avec des salles de médecine interactive avec les patients, etc. Moi, je pense qu'il y a un outil de travail avec ce nouveau bâtiment de la faculté de médecine qui est extrêmement intéressant et qui fait que non seulement on est la plus ancienne faculté de médecine, mais on a le bâtiment, on a le bâtiment le plus récent à Montpellier. Est-ce que vous pouvez nous parler là, de la chaire botanique d'Henri IV, sous Henri IV? Alors, sous Henri IV, c'est pas tellement sous Henri IV, je vous dirais. C'est à la Renaissance. À la Renaissance, vous avez eu une redécouverte des auteurs grecs et romains, avec la redécouverte, en particulier d'Aristote, et la redécouverte, si vous voulez, de toute cette histoire naturelle. Et les médecins à ce moment-là ont eu, et en particulier le fameux Guillaume Rondelet, ont eu une fibre, j'allais dire, pour l'histoire naturelle et la découverte du corps humain. Ça a été la redécouverte du corps humain, ça a été la mise en place de la dissection du corps humain dans le cadre des études de médecine. Ça a été également la botanique avec le jardin des plantes qui a été créé par Henri IV, vous l'avez dit, et qui a été le premier jardin botanique de France. Ce n'était pas le premier jardin botanique d'Europe. Le premier jardin botanique d'Europe, c'était en Italie. Mais ça a été, si vous voulez, grâce à Rondelet, qui était un expert non seulement en anatomie, qui a fait construire un amphithéâtre d'anatomie pour les dissections anatomiques dans les vieux locaux qui étaient situés dans la rue du Bout du Mont, qui est maintenant la rue... comment elle s'appelle ? De la Panacée. Oui, là où est la Panacée. Là où est la Panacée, ça a été les premiers... ça a été le site où ont été installés les premiers bâtiments de la faculté. C'était très modeste à l'époque. Au départ, ça a été 2 petites maisons mitoyennes. Donc, pendant la Révolution, là, il y a eu la fermeture des sociétés savantes. En 1792, fermeture de toutes les sociétés savantes, de toutes les écoles, de toutes les universités, par la Convention sous l'idée qu'il ne fallait pas qu'il y ait de suprématie intellectuelle, il fallait que tout le monde soit égal, etc. Bon. Et 3 ans après, ils se sont quand même... À Montpellier, ça n'a pas fermé, si. Alors, non, à Montpellier, ça n'a pas fermé, parce qu'on a eu un doyen absolument exceptionnel qui s'appelait Jean René, qui s'appelait Gaspard Jean René, René c'était son nom, et qui lui était au conseil municipal, il était membre du conseil municipal. Au conseil municipal, il y avait des professeurs de la faculté de médecine de Montpellier, il y avait des professeurs de la faculté de droit, il y avait des professeurs de la faculté il y avait des pharmaciens également, il n'y avait pas de faculté de pharmacie à ce moment-là, mais tous ces gens-là se sont entendus pour qu'on ne ferme pas l'enseignement, on n'arrête pas l'enseignement. Et clandestinement, on a fait passer les examens, on a continué l'enseignement. Et on s'est retrouvé bien partant, si vous voulez, quand 3 ans après, la Convention nationale, s'apercevant qu'elle n'avait plus de médecins pour soigner les troupes
les armées révolutionnaires qui se battaient soit à la frontière des allemandes, etc., de Prusse, ou soit les troupes, les armées qui combattaient les Chouans en Vendée, et on s'est aperçu qu'on n'avait plus de médecins. Donc la Convention nationale a créé 3 écoles de santé, une à Paris, une à Montpellier, une à Strasbourg, qui étaient destinées à former des officiers de santé en 3 ans pour l'armée. Et puis, en 3 ans, ou 4 ou 5 ans après, on a transformé ça en école de médecine qui formait non seulement des officiers de santé en 3 ans, mais des médecins civils, si j'ose dire, en 4 ans. Voilà. Alors, expliquez-moi pourquoi la faculté de médecine est imbriquée dans les murs de la cathédrale. Alors, ça, c'est un truc qui est assez surprenant à Montpellier. Voilà, il n'y a pas... Ben vous savez que lorsqu'il y a eu la Révolution, les biens de l'Église ont été confisqués. Oui. Et donc, l'ancien monastère Saint-Benoît et Saint-Germain, qui était devenu l'évêché, l'habitation de l'évêque, l'évêché, a été réquisitionné. Il a servi de prison, il a servi d'écurie, etc. Et au moment où il y a eu la création de l'école de santé de Montpellier, il y a eu 9 professeurs, et parmi ces 9 professeurs, il y en avait un Montpellierin qui a eu une carrière politique extraordinaire, c'est Jean-Antoine Chaptal, puisqu'il a été pendant 4 ans ministre de l'Intérieur sous le consulat, de Bonaparte, donc sous le consulat. Et Jean-Antoine Chaptal a décidé, parce que les anciens locaux de la faculté de l'école de santé étaient totalement périmés, étaient totalement dégradés, il fallait tout refaire. Donc il a fait don de ce bâtiment qui était l'ancien monastère construit par Urbain V. Hein. Voilà. Et c'est comme ça que la faculté de médecine s'est installée dans les locaux qui étaient les locaux de l'évêché de l'époque. Et il a fallu tout l'appui de Chaptal pour remettre en état, construire l'amphithéâtre d'anatomie, l'amphithéâtre anatomie comme tel que nous connaissons, qui est l'amphithéâtre Chaptal, etc. Il a fallu tout son appui pour aménager correctement ces avant-dernière question. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la semaine dernière, là, le président de la République vient de rendre des crânes d'Algériens qui étaient exposés au musée de l'Homme. Oui. Vous êtes au courant? J'ai appris ça ce matin à la radio, oui. Ah, voilà. Savez-vous aussi qu'il y a des crânes d'Algériens qui sont exposés à la faculté de médecine de Montpellier? C'est pas impossible. Il y a un article dans La Glorieuse là-dessus cette semaine. Ah ouais, c'est intéressant, oui. C'est intéressant. C'est possible, hein. Effectivement, voilà. Il y a des collections extraordinaires, hein, la faculté de médecine. Dans le conservatoire d'anatomie de mon collègue, le professeur François Bonnel, il y a énormément de collections, oui. Oui. Alors peut-être qu'on les rendra aussi, ça dépend si on nous demande de les rendre. Voilà. Voilà. On va terminer par la question chapeau, si vous voulez tirer une question. Alors je tire une question. Et nous la lire. Voilà. S'il vous plaît. Alors, quels sont les atouts de Montpellier dans la médecine du XXIe siècle? En 2 mots. Hein, en 2 mots. Vous savez, la médecine a beaucoup changé à l'heure actuelle. Il y a une recherche biomédicale qui se fait de plus en plus par un réseau. Et la faculté de médecine de Montpellier est très bien placée dans beaucoup de réseaux de recherche. Vous savez qu'à Montpellier, il y a eu énormément d'instituts de recherche dans le domaine biomédical qui ont fait beaucoup de découvertes très intéressantes. Mais on est à une époque, à l'heure actuelle, où la plupart des recherches se font dans des domaines, dans des réseaux avec interactifs, etc. Et c'est plus tellement... c'est très difficile pour une faculté de dire ça vient de chez moi, uniquement de chez moi, ça vient de... C'est un ensemble. Mais ça vient de la communauté. Ça vient de la communauté. Mais la faculté de médecine de Montpellier est très bien placée dans la recherche actuellement, dans la recherche en particulier en génétique et en biologie moléculaire. Professeur 2D, je vous remercie. Merci à vous.